Je crois que nous allons commencer. Alors, cher public, merci pour votre présence, pour cette dernière conférence de notre cycle, mais on vous promet, il y en aura une autre l'année prochaine. Merci aux équipes d'enseignants qui ont accompagné leurs élèves tout au long de cette année. Merci à Guy Reynaud pour sa présence fidèle qui témoigne à la fois de son intérêt pour notre travail et du soutien de la mairie de Toulon. Et merci à toutes celles et tous ceux qui font du CML une association assez exemplaire. Alors, mais surtout, merci à Gérard Noiriel d'être ici ce soir. Il y a longtemps que nous souhaitions vous entendre et le temps présent, à mon avis, s'y prête particulièrement bien. Au CML, nous croyons fermement à la fonction civique de l'histoire. Nous avons pour exigence de donner la parole à ceux qui savent et non à ceux qui compotent l'histoire dans de vilaines marmites et qui sont des penseurs de pacotille pour qui la question du vrai et du faux ne se pose pas, pour qui le réel n'a plus d'importance, qui pratiquent l'art de la persuasion qui n'a rien à voir avec l'art de la discussion ou l'exigence du savoir. Je voudrais rappeler quelques grands historiens qui ont marqué notre espace public. Je citerai Patrick Boucheron, Pierre Vidal-Naquet, Pape Ndiaye, Madeleine Reveriou, que vous connaissez bien, je crois, Stéphane Audouin-Rousseau et Jean-Marie Guyon, qui devait être là ce soir, mais qui n'a pas pu venir. Voilà, c'est vous dire notre attachement à votre immense travail de chercheur, que notre ami Thomas Caillé, membre du CML et professeur enseignant en histoire, a souhaité vous présenter. Il va rentrer dans le détail de votre parcours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. En général, je le tape et ça marche, oui. Et ça marche. Bien, bonsoir à tous. Alors donc, comme Marie-Paul l'a dit, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Gérard Noiriel. C'est un conférencier qui est d'importance pour notre association, qui s'efforce de faire intervenir des chercheurs, des chercheuses, parfois engagés, afin de mieux comprendre notre monde d'aujourd'hui. Alors justement, historien, vous êtes toujours attaché à transmettre vos réflexions, vos recherches, sans rompre avec vos racines, ce que j'ai pu lire dans Le Venin dans la plume, donc un des derniers ouvrages que vous avez écrit. Alors, transmettre à qui? Évidemment, un public d'historiens, un public d'étudiants en histoire, on est quelques-uns à l'avoir été, et également un public un petit peu plus large, avec votre histoire populaire de la France, que je vous conseille, qui est en vente d'ailleurs à la table de la librairie. Excellent ouvrage. Votre travail aussi, que certains connaissent peut-être, sans savoir qu'il est de vous, sur Chocolat, le cru de chocolat, qui a été adapté ensuite, donc une pièce de théâtre qui a été adaptée ensuite au cinéma par Ange Dizem. Donc, tous vos travaux de recherche sur le monde ouvrier, l'immigration, l'identité nationale, l'identité sociale, on peut construire des ponts, faire réfléchir également, nous faire réfléchir sur le rôle que peut avoir un historien, que peut avoir l'histoire, et surtout donc le rôle que peut avoir un historien, est-ce qu'il peut être un acteur engagé aussi dans notre société, et c'est pour ça aussi qu'il est important que vous soyez là aujourd'hui, surtout vu ce qu'il se passe ces derniers temps. Comment aussi on peut faire une histoire civique et non forcément politisée, à la lecture notamment de certains programmes qui ont pu questionner sur le rôle des enseignants dans l'éducation nationale. On nous porte un certain nombre de jugements qui ne sont pas forcément fondés. Donc il est important aussi qu'il y ait des historiens comme vous qui soient là pour rappeler un petit peu aux gens quand même que faire histoire en fait c'est avant tout mettre en place des savoirs, des réflexions et les partager. Donc on a pu voir ça dans un de vos tout derniers ouvrages sur les Gilets jaunes, comment on peut, à la lueur de l'histoire, expliquer, éclairer un mouvement social comme les Gilets jaunes, et la même chose avec ce livre dont vous allez nous parler aujourd'hui, Le Venin dans la plume, que je vous conseille aussi, une lecture très claire, très intéressante, et vous revenez un petit peu aussi sur votre parcours, vous comparez un petit peu à Éric Zemmour,
vous essayez de vous replacer tout en montrant que vous êtes attaché à une posture plutôt neutre de l'historien et qu'il est nécessaire de faire appel à l'histoire pour ne pas rentrer dans la polémique, mais vraiment faire appel à l'histoire pour expliquer comment ce mouvement il s'inscrit dans le temps long, jusqu'à la fin du 19e siècle, pas forcément dans les années 30, hein, comme vous le précisez, dans ce temps long, et vous rattachez sa figure à celle d'Édouard Drummond, que vous appelez, vous ou d'autres, je ne sais plus, le père de l'antisémitisme français, et voir ainsi comment cette quête d'histoire identitaire est construite un petit peu par Éric Zemmour. Donc je vous laisse un petit peu développer tout cela. Je vous remercie d'être présent, c'est très important, je le redis à nouveau, et à défaut peut-être de proposer des solutions, au moins vous allez pouvoir nous aider à comprendre ces fractures et comment elles impactent jusqu'à notre sociologie et jusqu'à nos citoyens qui, je vous rappelle, à Toulon, ont voté quand même à 14% pour Éric Zemmour. Donc je pense qu'on ne condamne pas, évidemment. Ouais. On ne condamne pas, mais on est là ici surtout pour comprendre. Merci à vous. Bonsoir à tous, merci d'être venus pour écouter et aussi après discuter de ce que je vais vous présenter. Donc je vais essayer de ne pas, je ne sais pas combien ça dure d'habitude. 45 minutes. 45 minutes, voilà. Mais vous avez le temps de... Oui. Mais moi j'aime bien justement qu'il y ait une part importante à l'échange. Voilà, à la discussion. Donc je vais présenter les grandes lignes de ce travail. Alors la première chose, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, donc moi j'ai toujours eu le souci, une question qu'on n'est pas obligé d'avoir quand on est chercheur, hein, mais que moi j'ai toujours eu, c'est la question du à quoi ça sert, de l'utilité de la recherche. Moi je me suis, disons, j'ai fait de l'histoire, je me suis lancé dans une thèse qui était en bonne partie consacrée à l'histoire de l'immigration au début des années 80, quand on a vu le retour de l'extrême droite en France, avec Jean-Marie Le Pen, qui exploitait déjà l'histoire comme registre pour rejeter les nouvelles vagues d'immigration, etc. Donc je me suis dit, dès ce moment-là, nous avons, nous, une part de responsabilité en tant que chercheur, qu'historien, c'est de ne pas avoir assez travaillé sur ce sujet-là, parce que ce que j'ai après montré dans un livre qui s'appelle Le Creuset français, la France a été un des pays d'Europe où l'immigration était la plus importante. On ne peut pas comprendre l'histoire contemporaine de la France si on n'accorde pas une place centrale à la question de l'immigration. Je rappelle, ce n'est pas l'objet de ce que je dirai aujourd'hui, mais qu'en 1930, la France a le taux d'immigration le plus fort du monde, plus que les États-Unis. Et ce qui m'avait frappé dès le début, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, l'immigration était tout à fait installée dans la mémoire collective, alors qu'en France, elle avait été constamment refoulée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a changé de registre, on y reviendra dans la discussion. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me motivait en me disant, je vais produire des connaissances savantes, sérieuses, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, que j'ai appris grâce à mes enseignants. Et puis, de l'autre côté, c'est des connaissances qui vont être utiles. Et ça, ça a été pour moi le fil conducteur de mes préoccupations jusqu'aujourd'hui. Et je dois dire évidemment que je ne peux pas être complètement optimiste par rapport à ce travail quand on voit le niveau aujourd'hui atteint, comme vous le disiez tout à l'heure, par des gens qui, à mon sens, manipulent l'histoire à des fins réactionnaires ou contradictoires avec les principes élémentaires de la République, des droits humains, etc. Donc, dans ce contexte-là, je me suis beaucoup investi pour essayer de trouver aussi des moyens permettant de traduire dans des langages qui ne sont pas le langage savant les connaissances de façon à toucher des publics plus diversifiés. C'est un souci majeur pour moi parce que
Évidemment, sinon, on va uniquement présenter ses connaissances à des spécialistes ou à des gens privilégiés sur le plan culturel, et on ne touchera pas les publics qui, à mon sens, on doit, et les élections encore qui viennent de se produire le prouvent, qu'on doit toucher si on veut faire évoluer aussi les mentalités, etc. Et donc ça passe voilà, par une réflexion que j'ai essayé de mettre en œuvre à partir de toute une série d'interventions diverses. J'ai été un des cofondateurs du musée de l'immigration. Je reviendrai tout à l'heure sur le cas Éric Zemmour, puisque dans son dernier livre, il m'insulte nommément en me présentant comme un agent du lobby immigrationniste, parce que j'ai contribué à créer ce musée, comme si on n'avait pas le droit de créer un lieu de mémoire valorisant tout ce qu'ont apporté des gens venus d'ailleurs, comme si c'était un crime contre la nation française, si vous voulez. Bon, mais pour moi, ça a été très important. Bon, d'autres, mais j'ai intervenu de différentes manières, également dans des expositions, par beaucoup d'expositions, par aussi un travail qu'on mène depuis une douzaine d'années avec l'association d'éducation populaire que je mène avec Martine Verrier, ici présente, qui s'appelle DAJA, qui est intervenu d'ailleurs cet après-midi ici au lycée pour essayer de présenter des recherches, les résultats des recherches scientifiques, mais dans des langages accessibles. Vous voyez, en l'occurrence cet après-midi c'était des secondes, voilà. Donc ça passe par toute une série aussi, ça, de compétences que nous-mêmes, en tant qu'enseignants-chercheurs, on n'a pas, et que les artistes peuvent nous apporter. Donc il y a cette forme d'interdisciplinarité pour laquelle je milite depuis longtemps, qui n'est pas forcément très répandue dans notre milieu. Hein. J'essaye d'inciter des plus jeunes collègues à participer à ce genre de choses, mais c'est assez rare parce que ce n'est pas du tout valorisé dans nos professions. Je veux dire, un jeune chercheur aujourd'hui, surtout avec les difficultés de l'université française, eh bien, dans son CV, s'il met qu'il a fait une conférence gesticulée, théâtralisée, ça ne lui rapportera rien. Au contraire, ça va brouiller son image de chercheur. Donc il y a un enjeu, là, je crois, de renouveler aussi ce qu'on appelle l'éducation populaire, en prenant au sérieux toutes ces formes d'intervention-là. Donc, c'est dans ce contexte-là, effectivement, que je me suis intéressé, je dirais, à ce que j'appelle la rhétorique. La rhétorique, si vous voulez, en linguistique, c'est l'art de convaincre. L'art de convaincre. Comment les gens s'y prennent pour convaincre des publics, parfois à partir de choses qui sont absurdes d'un point de vue rationnel. Voilà. C'est la question donc je me suis posée, évidemment, qui part d'un ressenti d'individu ou citoyen, mais que j'ai essayé après de poser en termes scientifiques, en tant que chercheur. Donc, ça a été le point de départ de ce livre-là que vous avez mentionné, donc Le venin dans la plume, parce que le dernier ouvrage de cette époque-là d'Éric Zemmour, qui s'appelait, je crois, Le suicide français, et qui est sorti en 2018, a été diffusé, présenté dans tous les médias. Hein. Et ça a été un best-seller, puisque je crois qu'il a vendu 400 000 ou 500 000 exemplaires, ce qui est absolument extraordinaire par rapport au tirage moyen des livres d'histoire. Et donc Zemmour a été présenté à peu près partout, enfin quand je dis partout, n'exagérons pas, mais disons dans les journaux comme Le Figaro, Valeurs Actuelles, ou bien certaines chaînes de télé, chaînes d'infos en continu, etc., comme un historien, comme un intellectuel. Et dans ce livre, ce qui m'a particulièrement heurté, c'est le passage où il s'en prend directement à notre profession. Hein. Bon, là, je ne vais pas vous citer les passages, mais il présente donc la communauté des historiens, ceux dont vous parliez tout à l'heure, comme Patrick Boucheron, etc., comme une mafia qui serait donc au service d'une puissance étrangère, en gros. Hein. Et en gros, il y a une étiquette qui malheureusement a quitté le front de Zemmour et de cette mouvance d'extrême droite pour gagner des secteurs, même du gouvernement, ministre Blanquer, ministre Frédéric Vidal, islamo-gauchiste. Donc en fait, ce terme d'islamo-gauchiste, qui est une insulte qu'on m'a parfois même envoyé à la figure, je dirais, dans ces
officines, là, et quand on en fait l'histoire, on voit bien qu'elle vient des propos d'Éric Zemmour et d'autres de ce type-là. Et je trouvais scandaleux que cette critique donc, de l'historiographie actuelle et des historiens qui font leur métier, on peut être d'accord, pas d'accord, enfin il y a tout un débat évidemment scientifique qu'on doit avoir, mais là ce n'était pas le débat scientifique, c'est des jugements de valeur politique, hein, nous accusant donc en gros d'être des ennemis de la France, de déconstruire, etc. etc. Et c'était présenté comme ça sur tous les plateaux télé, sans jamais qu'on invite un historien ou une historienne pour aller défendre à la fois notre honneur et notre métier. Bon, donc c'est ça qui a motivé en fait l'écriture de ce livre. C'est pas tellement ce que Zemmour raconte sur l'immigration. Je veux dire, moi ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet-là, et lui il n'a jamais été une seule fois de sa vie aux archives. C'est du discours idéologique, ça ne vaut pas la peine pour nous en tant que chercheurs d'aller essayer de critiquer ça. Mais c'était plutôt au départ, vous voyez, cette espèce de réflexe que j'ai eu de défendre notre métier. Bon, c'est vrai que pour moi, je me situe dans la filiation de celui que je considère comme le plus grand historien français du XXe siècle, qui est Marc Bloch, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle Métier d'historien, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, qu'il a écrit pendant la Résistance, quelques mois avant d'être fusillé par les nazis. Alors moi, je me réfère à cette tradition-là, et ce qui prouve, cette tradition, elle prouve aussi que défendre la dignité de notre métier, c'est aussi une exigence civique. Hein. Et j'avais des collègues à l'époque me disaient, mais qu'est-ce que tu as à perdre ton temps à aller travailler sur un Zemmour, ça vaut pas le coup, etc. On a autre chose à faire. Bon, et total, on a vu quand même 3 ans après ce que ça a donné. On a vu aujourd'hui l'importance que ça a prise dans le champ politique français. Donc je trouve là qu'il y a parfois un manque de vigilance par rapport à ce qui peut se produire et que finalement on a une part, nous, universitaires, etc., de responsabilité dans la situation actuelle. Donc il faut être plus vigilant, il faut renouveler aussi peut-être nos instruments de pensée, voilà. Donc il y a toute une série de problèmes qui ont surgi comme ça quand je me suis mis à travailler là-dessus. Alors, parce qu'évidemment, au-delà du personnage d'Éric Zemmour, il faut essayer de voir le système qu'il y a autour. Comment ça peut exister, qui produit ça, quels sont les relais qui peuvent se mettre en place pour donner de l'importance à tout cela. Et donc moi, effectivement, en tant qu'historien, je voulais replacer ça dans une conjoncture historique, dans une longue durée historique. Est-ce que c'est vraiment nouveau, comme certains le prétendent, ou est-ce que on peut trouver des points communs avec des références passées, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent, etc. Voilà un petit peu les choses que j'avais en tête. Et en même temps, moi j'ai beaucoup travaillé sur les débuts de la Troisième République, c'est-à-dire la période qui va de 1870 à 1914, qui pour moi est un moment tout à fait fondamental dans l'histoire contemporaine de la France. On vit toujours aujourd'hui sur les principes qui ont été mis en place à ce moment-là. Et j'allais travailler donc sur la xénophobie et le racisme, l'antisémitisme de cette époque, notamment sur ce personnage qui s'appelle Édouard Drumont. Édouard Drumont, c'est un journaliste donc qui a joué un rôle essentiel dans la promotion, la diffusion de l'antisémitisme en France. Drummond, c'est lui qui a, je dirais, alors qu'il existait déjà un vieil antisémitisme qui existait à l'époque, surtout dans les milieux catholiques, dans les intégristes, on pourrait dire, catholiques de l'époque, mais Drummond, c'est celui qui l'a politisé, c'est-à-dire qu'il a transformé des préjugés ou une forme de haine religieuse en une haine qui était toujours religieuse, mais qui avait aussi un effet politique. Et c'est ça qui m'intéressait. Comment on va passer d'une sphère journalistique ou religieuse à une sphère qui a un impact dans le champ politique. Donc je me suis dit, je vais comparer en gros les écrits de Drummond et de Zemmour. C'est-à-dire que quand on est historien et qu'on fait un travail sérieux, il faut des matériaux, il faut des sources, il faut faire une analyse, des documents avec une méthode. Donc j'ai lu tout ce qu'avait écrit Drummond, et j'ai lu tout ce qu'avait écrit Zemmour. Je peux vous dire, je ne me suis pas amusé. Hein. Au moins qu'on reconnaisse ce mérite-là. Et au départ, l'hypothèse que j'avais en tête, si vous voulez, c'était plutôt par une chose qui nous frappe
tous frappés en tant que citoyens, c'est la provocation, l'art de la provocation. Zemmour a accédé à une grande visibilité en tant que provocateur. Quand on dit polémiste aujourd'hui, on veut dire provocateur. On sait qu'au départ, bon, au début, quand il a commencé à sévir, qu'il s'est fait connaître sur une chaîne publique d'ailleurs, c'était de la provocation contre son premier bouquin sur le premier sexe, c'est de la provocation contre les femmes, contre le féminisme, et puis après, voilà, il a décliné tout ça sur toute une série de registres, et notamment sur la question de l'immigration. Et ces provocations qui vont jusqu'à flirter constamment avec la limite du droit, au point d'avoir été condamné par la justice à plusieurs reprises, ça me rappelait des choses que j'avais déjà vues dans mes recherches historiques à propos de Drummond, qui était également lui aussi un maître provocateur. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, un point commun qui nous éclaire sur ce qu'est notre démocratie? C'était ça l'enjeu au-delà des personnages. Donc j'ai construit comme ça donc, un cadre d'hypothèses et d'analyse sur la longue durée à partir de leurs écrits. Et c'est ça dont je vais vous parler pour montrer à la fois les points communs et les différences. Alors, je crois que ce n'est pas un hasard si le point de départ de tout ce que je raconte, c'est Édouard Drummond. Je crois qu'il y a une rupture vraiment fondamentale dans l'histoire contemporaine de la France, quand vous comparez les écrits, quels qu'ils soient, des conservateurs, des révolutionnaires, des anarchistes, etc., qui se situent avant la Troisième République avec ceux d'après, il y a une différence fondamentale. Cette différence, elle est liée au triomphe de la Troisième République qui impose en France donc le triomphe de la démocratie. Désormais, le peuple est souverain. Non seulement le peuple est souverain, mais les lois républicaines vont aboutir à intégrer les classes populaires au sein de l'État-nation. C'est ce que j'appelle, moi, d'autres travaux, la nationalisation de la société française. Désormais, l'État-nation est déterminant et toutes les classes de la société sont intégrées dans cet État-nation. Donc ça, c'est un point tout à fait fondamental qui accompagne la démocratie, parce que la République va mettre fin, vous savez, on disait que la France était le pays des révolutions, puisque depuis 1789, sans arrêt, vous aviez 89, 93, 1830, 1848, 1870, sans arrêt, vous aviez la répétition des révolutionnaires. Et la grande question que se posaient les élites à ce moment-là, c'est comment mettre fin à ces révolutions. Et la Troisième République a réussi, puisqu'elle a intégré les classes populaires au sein de l'État-nation, et après, il n'y a jamais eu de nouvelles révolutions au sens politique du terme. Il y a eu des grèves, il y a eu 36, il y a eu mai 68, etc. Mais voilà, il y a eu vraiment là une réussite de la Troisième République, mais en même temps, cette intégration, elle a créé un nouveau schéma politique. Désormais, pour prendre le pouvoir d'État, il faut se réclamer du peuple. La question du populisme, elle apparaît à ce moment-là. Il faut se réclamer du peuple, mais du peuple français. Personne n'y échappe. Même les marxistes. Donc, vous savez, 1848, Marx et Engels écrivent le manifeste du Parti communiste, la dernière phrase, c'est « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Oui, ça peut-être on pouvait le dire en 1848. Mais après, lorsque la classe ouvrière est intégrée dans l'État-nation, ça ne marche plus. La preuve, c'est qu'en 1914, toutes les classes ouvrières des différents pays vont rallier leur propre État national. Donc voilà, moi ça a été une des choses sur lesquelles j'ai longtemps travaillé, parce qu'on ne peut pas non plus comprendre l'immigration si on ne compare pas de cette restructuration complète de nos sociétés fondée sur le critère national. La loi de 1889 sur la nationalité française, la loi de 1893 sur la préférence nationale. Oui, il y a une loi républicaine, c'est la loi de 1893, qui accorde, comme je ne sais plus le terme exact de cette loi, mais c'est une loi qui accorde une défense du travailleur aux travailleurs français. Enfin, voilà. Et cette loi, elle aura des effets majeurs. J'ai écrit un bouquin sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes à ce moment-là, qui est une conséquence directe aussi de l'application de cette loi. Donc les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, quand on voit une fraction des classes populaires qui vont rejoindre des partis d'extrême droite, il n'est pas nouveau non plus. Il faut bien voir ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens raisonnent à partir de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Ben oui, mais ça a été une période
j'allais dire, assez exceptionnelles de l'histoire finalement. Les 30 Glorieuses, le progrès des droits de l'homme, etc. On est né, enfin ma génération est née là-dedans, donc on a cru avec optimisme que tout ça était irrémédiable. Mais non, et si on se place sur une plus longue échelle temporelle, on s'aperçoit que finalement, eh bien, ces retours en arrière ou ces fractures liées à la question nationale, elles sont anciennes, elles se mettent en place vraiment à partir de la Troisième République. Donc on a à ce moment-là la naissance, un basculement du rapport à la nation. Le rapport à la nation, jusqu'en 1870, c'était la gauche et l'extrême gauche qui étaient pour la nation. Le printemps des peuples, par exemple, en 1848, enfin entre 1830 et 1848, ce qu'on a appelé le printemps des peuples, le principe des nationalités, c'était des révolutionnaires qui portaient ça. C'était la conséquence de la Révolution française. Et à partir des années 1870, il y a un retournement. La question nationale va passer à droite et à l'extrême droite. Donc il y a ce contexte-là qui va servir quelqu'un comme Édouard Drumont, qui parle au nom de la protection nationale. Il en fait un élément fondamental. L'autre élément qui est tout à fait fondamental aussi, c'est les lois républicaines sur la liberté de la presse. La loi de 1881 sur la liberté de la presse, conjuguée avec la loi sur l'école de Jules Ferry, vous savez, la démocratie scolaire. Ces deux lois, liberté de la presse et démocratie scolaire, vont entraîner un phénomène tout à fait fondamental, qui est une révolution dans l'histoire de la communication, qui est le passage en quelques années, en 20 ans je crois, le nombre de lecteurs de quotidiens va passer de 1 à 10 millions. De 1 à 10 millions. C'est-à-dire que désormais, à la fin du siècle, pratiquement toutes les classes de la société sont immergées dans le domaine de la culture écrite. C'est à ce moment-là que s'imposent des grands journaux, ce qu'on appelait les millionnaires, parce qu'il y avait 4 grands journaux, des quotidiens, qui pouvaient avoir chacun plus d'1 million de lecteurs, ce qui était énorme. Et c'est eux qui vont imposer désormais l'actualité. Bon. Donc on a une mutation énorme. Et quelqu'un comme Drumont, justement, va s'installer aussi là-dedans, et il va comprendre que ces journaux donc, qui respectent les principes du capitalisme, des sociétés par action, il faut faire du profit, il faut gagner des lecteurs, des parts de marché, etc. Eh bien, il va comprendre qu'en faisant scandale, on peut acquérir une visibilité. C'est pour ça que je pense que l'antisémitisme, tel qu'il est dans cette forme française de Drumont, c'est pas contradictoire avec la démocratie, c'est plutôt une pathologie de la société démocratique. Une pathologie au sens où c'est la conséquence de la liberté de la presse qui va permettre à des gens comme Drumont de diffuser leur venin antisémite et toucher des publics majeurs. Alors, comment Drumont s'y prenait-il, lui, pour faire scandale? Eh bien, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio. C'était la provocation se faisait par l'insulte. Donc, si vous lisez le best-seller de Drumont, qui s'appelle La France juive, un pavé de 1200 pages, qu'il a publié au départ à compte d'auteur. Il n'avait pas trouvé d'éditeur au départ. Et au final, ça va être l'un des bouquins, un des best-sellers de la Troisième République. C'est quand même assez extraordinaire comme événement. Eh bien, la solution, ça va être de faire scandale. Et pour faire scandale, il fallait insulter. Donc il insulte pratiquement toutes les personnalités de l'époque, de la Troisième République. Et à l'époque, quand on était insulté, pour défendre son honneur, il fallait provoquer en duel celui qui vous avait insulté. Bon, c'est un univers très machiste, c'est des hommes qui montrent leur virilité aussi, etc. Mais donc Drumont va être comme ça exposé à une dizaine de duels dans sa vie, et ce n'était pas des duels à la radio ou dans la presse, c'était sur le pré, en l'occurrence le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, au pistolet ou à l'épée. Et Drumont va être blessé au cours de l'un de ces duels, provoqué par le directeur d'un journal qui s'appelait Le Gaulois, et que le journaliste s'appelait, le directeur s'appelait Édouard Meyer. Et Drumont est blessé, et devant tous les journalistes qui étaient là, il va dire « Vous pourrez dire qu'un juif a tué un chrétien ». On voit comment, vous voyez, il va faire le buzz avec ça. C'est un scoop. Les mots n'existaient pas, ces mots-là, à l'époque. Mais ça fonctionne comme ça.
Moi, j'ai regardé dans toute la presse, j'ai vu des journaux, comme par exemple Le Petit Journal, qui est un journal très populaire, qui avait plus d'1 million de lecteurs. Le rédacteur en chef du Petit Journal avait dit « Nous ne dirons pas une seule ligne sur la France juive, c'est un tissu d'horreur antisémite, ce serait indigne de notre part d'en parler. » Donc ils avaient décidé de ne pas parler de ce bouquin-là. Mais quand il y a eu le duel, il a dit « On est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. » Et toute la presse en a parlé. Et moi, ça m'a frappé quand même, parce que le nombre de fois où j'avais discuté avec des journalistes, en leur disant, mais pourquoi vous faites un papier encore sur Zemmour? C'est un tissu de conneries, etc. En aparté, ils me disaient, oui, vous avez raison, ils ne sont pas dupes la plupart du temps. Mais ils me disaient, on est obligé. Alors c'est ce truc, on est obligé. Et je veux dire, on n'est pas en Russie, là, vous n'avez pas Poutine, là, qui est en train de vous mettre dans les camps, si vous refusez de faire un truc, ou quoi. Mais non, mais ils disent, on est obligé. Alors, il y en a pour certains, je comprends, je n'irai pas leur jeter la pierre. Quand vous travaillez pour Bolloré aujourd'hui, vous avez intérêt à filer. Mais je parle pour d'autres, dans d'autres journaux, où ils ne seraient pas obligés, mais formellement, mais ils disent c'est l'actualité. Donc c'est la dictature de l'actualité. Ça, c'est quelque chose sur lequel peut-être on n'a pas assez réfléchi. Qui est-ce qui fabrique cette actualité? Pourquoi plus il y a de chaînes télé, plus on parle de la même chose? C'est la même pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle le pluralisme. Bon, donc il y a bien un phénomène, là, vous voyez, qui est lié à ce qu'on appelle la démocratie, à son fonctionnement et au lien qu'elle entretient avec le capitalisme, avec le taux d'audience, avec la vente des bouquins, des journaux, etc., etc. Donc, vous voyez, là, j'ai trouvé quand même énormément de points communs avec Zemmour. Alors, sur le plan sociologique, il y a aussi des points communs. Drummond, dans sa jeunesse, était de gauche. Son père était d'ailleurs un militant de la Révolution de 48. Bon. Lui-même, au départ, il est sgribouillard, il a même parfois quelques petits ennuis avec la justice, on ne sait pas trop, etc. Il écrit dans des feuilles de chou et tout. Puis après, il a une promotion. C'est-à-dire, on lui propose d'être rédacteur en chef d'un journal catholique vraiment intégriste, pour combattre les lois sur la laïcité que la République est en train de prendre. Donc c'est comme ça qu'il va monter son affaire, en couplant donc son antisémitisme avec un rejet de la République. Donc il y a un basculement, parle au nom des Français, les Juifs sont nos ennemis, et tous les républicains au pouvoir sont juifs. Il disait même que Gambetta était juif. Regardez maintenant, donc il profite des opportunités dont je parlais tout à l'heure, qui sont liées au changement de structure du champ du journalisme. Quand vous prenez Éric Zemmour, vous retrouvez beaucoup de points communs. Il a dit à plusieurs reprises qu'il avait commencé à gauche. Il a voté Mitterrand, paraît-il. Il était proche de Chevènement à un moment donné. Bon. D'origine relativement populaire, comme Drummond au départ. Hein. Journaliste, quelconque au départ, quand il commence sa carrière. Et puis l'art de se positionner sur un nouveau marché. Et c'est là que je fais le lien avec les mutations du capitalisme dans le domaine, vous voyez, de l'audiovisuel, on dirait. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle révolution de la communication qui s'est produite il y a une quinzaine d'années avec les chaînes d'infos en continu, la TNT, donc le numérique, on pourrait dire, la multiplication des chaînes dites gratuites, et puis les réseaux sociaux. C'est la combinaison des deux qui ont créé un nouveau système, et comme Drummond l'avait fait à son époque, eh bien, Zemmour va profiter des opportunités de ce nouveau système. Ce qui nécessite une certaine intelligence stratégique. Il ne faut pas sous-estimer, même si on n'est pas d'accord avec les idées, une capacité de s'adapter, d'avoir beaucoup de gens finalement auraient voulu réussir comme Zemmour, à vendre 500 000 exemplaires d'un bouquin, etc. Oui, mais tout le monde n'y arrive pas. Il y a aussi donc cette espèce de talent propre à un moment de notre société. Alors, je disais, donc l'art de faire scandale, pour Zemmour, ça va être l'histoire des prénoms, l'histoire, enfin je sais pas, il y en a eu 36, et là maintenant, le duel existe encore, sauf qu'il ne se passe plus au pistolet ou à l'épée au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, ça se passe sur les plateaux télé. Donc il y a cette logique du duel, de l'affrontement, qui est devenue aussi une ressource. Et évidemment,
que faire dans ce cas-là pour nous, chercheurs sérieux? Est-ce que, c'est des débats qu'on a depuis des années, qu'on a encore aujourd'hui, est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller, etc. Y aller, c'est cautionner Zemmour comme un véritable intellectuel, ne pas y aller, c'est laisser toute la place. Donc il y a un dilemme. Donc, mais ça, c'est très, très, très important, et la plupart des gens qui l'ont fait ont trouvé que c'était extrêmement dur de participer à ce genre de polémique à la télévision, parce qu'effectivement, on n'est pas avec une logique rationnelle, on est dans une logique, j'en reparlerai tout à l'heure, qui fonctionne sur l'émotionnel, sur l'agressivité, etc. etc. Voilà, donc ça c'était un petit peu le premier point pour expliquer ce que j'ai appelé donc la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre qui passe par toute une série de mutations du système. Donc on ne peut pas, à mon avis, comprendre ces Zemmour comme Drummond si on ne voit pas le lien avec cette dimension du capitalisme. Le capitalisme, c'est-à-dire que l'information aujourd'hui est soumise à la loi du profit. Ça a commencé à la fin du 19e siècle. Je ne veux pas insister sur les grands journaux de l'époque, mais c'est aussi des journaux qui commencent à vivre de la presse, vous savez, comme Astérix ou je ne sais pas quoi, là, qui va triompher toute seule. C'est complètement ridicule, je veux dire. On sait très bien. On peut le regretter, je l'admets, on peut regretter ces évolutions-là. Je ne dis pas qu'elles sont positives, mais on est pris dans cette contradiction-là. Et c'est des forces extraordinairement puissantes qui pèsent sur elles. Alors après, on peut trouver des aménagements, enfin bon, voilà, on passe toujours par un système politique, les lois, elles sont toujours nationales, mais on est donc dans une logique où il y a une internationalisation des échanges, et du coup, eh bien oui, les discours qui nous font croire qu'un repli sur la nation protégerait les Français, on vote pour l'extrême droite. Alors, à la Réunion et dans les autres hommes, je viens de la Réunion, Alors, bon, moi je ne suis pas politologue, hein. Donc ce que je vous donne, c'est des analyses, mais qui ne s'appuient pas sur des recherches que j'ai pu faire, hein. Je pense qu'il faudrait aussi tenir compte des résultats du premier tour et du vote Mélenchon. Parce que je pense qu'il y a, que ce soit d'ailleurs aux Antilles, hein, Guadeloupe, Martinique ou à La Réunion, un vote de rejet. Un vote de rejet à l'égard d'Emmanuel Macron qui s'explique apparemment beaucoup par l'affaire de la Covid, du pass sanitaire, etc., où il y a eu un impact. En tout cas, c'est vrai pour la Martinique, à La Réunion tout particulièrement. À La Réunion, je ne sais pas si ça a été aussi fort, mais vraiment massif, populaire, de rejet de ces mesures qui visaient à imposer aux gens le pass sanitaire, etc. Donc il y a cette dimension-là, et ce qui est aussi intéressant dans ce vote-là, c'est qu'il peut être utilisé par les partisans pour dire, de Marine Le Pen, pour dire, vous voyez bien que Marine Le Pen, le Rassemblement national, c'est pas un parti raciste, puisque vous avez 70% de gens qui sont issus de multiples communautés, etc., qui votent pour elle. Et oui, moi je pense qu'ils ont raison, les gens qui vont dire que Marine Le Pen n'est pas raciste. C'est du nationalisme. Mais voilà, je pense que là, c'est un exemple où il faut faire attention à l'usage des mots, parce qu'autrement, on est en porte-à-faux. Et comment on va expliquer? Soit on va dire c'est parce qu'ils sont les Réunionnais ou les Martiniquais sont stupides, ils sont aliénés, ils sont débiles, etc. Donc ce sera les mépriser eux, ou alors ce sera, vous voyez, voilà, à l'inverse, une incompréhension. Donc il y a là, oui, une difficulté à comprendre ce mécanisme, mais je pense que c'est surtout un vote de rejet et qui peut j'ai eu le sentiment que beaucoup s'étaient portés vers Mélenchon. C'est pas à la Réunion, je connais moins, mais Martinique, Guadeloupe, voilà. Et qu'au deuxième tour, des gens qui avaient voté Mélenchon au premier se sont reportés sur décidément, sur Marine Le Pen au second. Je m'excuse auprès de toutes les Martines. Bernard. Tout d'abord, merci pour votre intervention. J'avais une question. Bonsoir et merci à vous tous, encore une fois, pour cette année passée ensemble. Merci.